Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre grande soirée électorale sur ATV. Tendance, résultats, analyse, nous sommes ensemble pour vivre le dénouement de ces élections municipales et communautaires 2026. Eddy Marajo, bonsoir. Bonsoir jeune homme. Dernière ligne droite. Enfin, avant les prochaines. Avant les prochaines, naturellement, mais pour ce soir, voilà, on aura le panorama complet de la politique, du paysage politique en Martinique dans quelques heures. Avant de rejoindre nos équipes sur le terrain, on regarde ensemble le taux de participation à 17h. Il est de 40,61%. Pour rappel, en 2020, il s'élevait à 44,34%. Il dit 4 points de moins par rapport à une année Covid en plus. Que se passe-t-il ? Il se passe que les fusions, à mon avis, ne vont pas fonctionner. Parce que normalement, une fusion, ça crée une dynamique. Une dynamique, ça crée de la participation. Et là, il y a 4 points de moins. Donc, j'ai l'impression que les situations qu'on a observées dans la soirée du premier tour vont se conserver, simplement. Sauf surprise. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les gens qui veulent sauver leur tête ce soir. Et on verra ça dans un instant. On ne dit pas plus pour l'instant. Premier arrêt de notre tour des communes dans quelques minutes. Avant, on va présenter nos invités, puis ils sont déjà sur place. Qu'en dites-vous, Eddy ? Très bonne idée. Honneur aux femmes. À droite, on a Aurélie Nella, deuxième mandat. Vous avez été investi il y a quelques jours. Maire aujourd'hui même ? Oh, je pensais que c'était hier. Bon, ben voilà, vous nous faites le plaisir d'être avec nous en plateau. À vos côtés, Lionel Grandin, plus jeune maire de Martinique. Exactement. Vous aussi investi en fin de semaine. On va vous poser quelques questions dans un instant. Et puis en face de vous, Hugues Tousset, maire du Diamant, également pour un deuxième mandat. Bonsoir à tous. Investi également en fin de semaine pour vous ? Hier. Vous voyez, Aurélie est là, j'avais la notion du temps. Hier pour ces messieurs et aujourd'hui pour moi. Allez, je pense qu'on peut commencer notre tour des communes avec un premier arrêt dans la capitale, Fort-de-France. Alors, Ryan Anias et Valérie Vincent ne sont pas encore sur place. Est-ce qu'on peut me dire dans l'oreillette, si certains de nos collègues sont déjà prêts ? Bon, Eddy, nos équipes ne sont pas encore en direct, ce sont les aléas, il n'y a pas de problème. On a commencé trop tôt. Toute la soirée pour les retrouver. On a 4 heures de direct. Nous avons 3 invités autour de la table. Des petits jeunes. Qui avez-vous envie de cuisiner en premier ? Des petits jeunes. Je sais que vous prenez un malin plaisir à le faire. Non, pas du tout. Moi, je ne tape que sur ceux qui le méritent. Bon, le maire du François est là, mais il a reçu des référés. Tous les présidents de bureau de vote, c'est bien ça, ont reçu des référés de celui qui refuse de perdre, on va dire ça comme ça, M. Lagier, qui dit que vous avez opportunément profité du décès du maire. C'est pas très glorieux de mon point de vue, mais bon, c'est la vie. Et il va évidemment lancer une action. Il a lancé une action judiciaire qui devrait théoriquement, selon lui, aboutir à la réorganisation des élections. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cet incident de parcours ? Non, c'est tout simplement qu'on a pris note de ce référé. On s'est rapproché d'avocats avec qui on va travailler pour organiser notre défense. Mais j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 5330 franciscains qui nous ont fait confiance et qui ont reconnu le travail qui a été fait de 2020 à 2026 sur la ville. Et deuxièmement, qui ont dit qu'ils ont envie que ce travail se poursuive, même si c'est vrai que le leader Samuel Tavernier n'est plus, mais l'équipe est là. Et aujourd'hui, l'équipe a fait confiance, notamment m'a fait confiance, une tête de liste jeune, ambitieuse. Et je pense que le message est passé, le peuple franciscain l'a reçu. En tous les cas, quelle que soit la décision qui sera prise par le tribunal administratif, ce que les franciscains me disent depuis hier, c'est que s'il faut virer, nous allons virer. Donc, on attend patiemment et sereinement la décision. Mais en tous les cas, en attendant, il faut qu'on se mette au travail parce qu'il y a de grandes attentes sur le territoire de la ville. Alors, nous, on a consulté nos avocats aussi. La jurisprudence indique que quand l'écart de voix entre les deux est très importante, l'avantage est au gagnant. On verra.
Alors, Eddy, bonne nouvelle, on peut débuter notre tour des communes et C'est parti. premier arrêt donc à 18h, donc à l'heure où les bureaux ferment. Ryan Anéas et Valérie Vincent sont en direct de Fort-de-France du bureau centralisateur où une triangulaire nous attend entre Didier Laguerre, Francis Carole et Steve Moreau. Ryan, bonsoir. Alors, pouvez-vous nous faire un petit point à 18h sur l'atmosphère à Fort-de-France ? Bonsoir Johan, bonsoir Eddy, bonsoir à tous les invités sur le plateau. Le bureau de vote est officiellement fermé, il est 18h. On le rappelle, vous l'avez dit, 3 candidats sont toujours en lice pour Fort-de-France. Didier Laguerre, Francis Carole, allié à Nathalie Josse et Steve Moreau. En cette fin d'après-midi, les électeurs sont arrivés au compte-gouttes. L'ambiance est calme avec le sentiment que tout le monde attend désormais le dépouillement et les résultats. À l'extérieur, sur le parvis de la mairie, quelques personnes se sont installées devant l'écran géant installé en face de la mairie, on le disait. Concernant la participation, elle était estimée à 39,74% à 17h dans la capitale, un chiffre en hausse par rapport au premier tour où elle atteignait 31,5% à 16h30 la semaine dernière. Place maintenant au dépouillement et aux premières tendances attendues dans les prochaines minutes ici au bureau centralisateur de Fort-de-France. Nous vous tiendrons bien évidemment au courant de l'évolution de la situation. Merci beaucoup Ryan Anéas, on vous retrouve avec plaisir dans quelques minutes. On poursuit notre tour des communes avec le Robert pour le duel entre Félix Mérine et Farel François Augrin. Sur place, Ruth Fortuna Louis et Mathias Delem. Bonsoir Ruth, alors pouvez-vous nous faire un point de situation à 18h ? Bonsoir à tous, je me trouve actuellement dans la commune du Robert. Et bien pour ce second tour des élections municipales, toujours en liste, deux personnalités, 2 visages bien connus, Farel François Augrin, le maire sortant, et Félix Mérine. Et bien à l'heure actuelle, lors du dernier pointage, notamment à 15h30, il y avait 7193 votants qui s'étaient déplacés afin de glisser leur enveloppe dans les urnes, ce qui représente environ 38,91% des suffrages contre la semaine dernière, le 15 mars dernier, 6790 Robertins qui s'étaient déplacés, ce qui représente 36,73% des suffrages. Donc plus de 403 voix qui ont pu se faire entendre dans les urnes. Autre pointage, à 17h30, la semaine dernière, le 15 mars, 8538 votants s'étaient déplacés, ce qui représentait 46,18% des suffrages. On attend bien sûr l'autre pointage à 17h30 pour de nouveaux chiffres sur le territoire du Robert. À tout à l'heure. Merci beaucoup Ruth. Autre duel à Schellcher cette fois entre Daniel Chaumet et Didier Marmot. On retrouve Cathy Petit par téléphone. Bonsoir Cathy. Bonsoir Yohan, bonsoir Eddy. Nous sommes dans la commune de Schellcher. Il y a 15 500 inscrits. À 17h, il y avait 7 628 votants, soit 49,21% des inscrits. Merci beaucoup Cathy Petit. On va poursuivre notre tour des communes dans un instant. Avant, on va accueillir notre 4e invité qui vient d'arriver sur le plateau, Bertrand François Lubin. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs d'ATV Martinique. Merci d'avoir fait le déplacement. Eddy, déjà peut-être une petite réaction par rapport à ce que vous avez entendu sur les premières communes ? Non, pas de nouvelles réactions par rapport à ce que je vous avais dit. C'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui comptaient sur cette dynamique d'augmentation de la participation. Par contre, quelques éléments quand même pour poser un peu le décor. On est d'accord qu'il y a 14 second tours. C'est ça. Et il y a un suspense réel. Alors là, je vais m'avancer, donc me faire des ennemis, évidemment. Il y a un suspense réel sur 12 communes sur 14. Alors, je vais quand même donner vous allez les deux. citer ? Oui, je vais les citer, allons-y. Trois-Îlets, Anse-d'Arlet, Sainte-Anne, Marigot, Ajoupa, Morne-Rouge, Prêcheur, Saint-Pierre, Carbet, Bellefontaine, Schellcher, Gros-Morne. Alors, les 2 que je n'ai pas cités, évidemment, le Robert et Fort-de-France. Comme il est 18h05, je peux m'exprimer. Vous pouvez, vous avez le droit maintenant. Il n'y a plus, sauf les gens qui arrivent en retard, mais les bureaux sont fermés. A priori, à Fort-de-France et au Robert, je pense que ceux qui sont en tête devraient l'emporter. Sauf surprise extraordinaire. Et on verra ça dans quelques instants. On poursuit notre tour des communes. Retrouvons à présent Dorian Cayuela au Carbet.
3 candidats sont en lice, Jean-Claude Ecanville, Louis-Georges Griffith et Gérard Monstin. Dorian, bonsoir, un mot de la participation au Carbet. Oui, bonsoir Johan, bonsoir Eddy. Je suis ici au bureau centralisateur du Carbet. À 17h, le taux de participation est de 66,42%, ce qui fait 1988 votants, soit 2,47 points de plus qu'au premier tour à la même heure. Nous pouvons voir qu'ici, l'ambiance est plutôt calme. Le bureau derrière moi est presque désert étant donné que les Carbétiens et Carbétiennes se sont mobilisés en masse ce matin. Je rappelle qu'ici au Carbet, la triangulaire oppose le maire sortant Jean-Claude Ecanville à Louis-Georges Griffith et Gérard Monstin. Et direction maintenant le Marigot pour encore une fois un duel. Joseph Pirest contre Cynthia Hierro. Sur place, Jean-Marc Carteron. Bonsoir Jean-Marc, dites-nous tout. Le second tour s'annonce très serré dans cette commune. Au premier tour, dimanche dernier, seulement 21 voix séparaient les deux candidats. Joseph Pirest était arrivé en tête avec 33,46%, soit 632 votes. Juste derrière, Cynthia Hierro avait obtenu 32,35%, soit 611 voix. À 17h, le taux de participation pour ce second tour s'élève à 62,33%, soit 1941 votants sur 3114 inscrits. Les derniers électeurs continuent d'arriver en mairie. L'ambiance est calme, mais l'attention est bien présente à quelques minutes de la clôture. Voilà, des bureaux de vote qui sont bien fermés, 18h06 et dit normalement pas de dérogation. Dernier arrêt. Mais on trouve de tout. On trouve de tout. Je vous signale qu'au Pricheur, on a trouvé une tête de cabri cette fois-là. Il y avait une tête de cochon la dernière fois. Gardez toutes vos anecdotes non, mais pour bon. tout à l'heure. Je pense qu'on aura de quoi raconter. Et vous avez vu que la participation a explosé au Carbet. Extrêmement Ce sera intéressant. très intéressant à observer. Dernier arrêt aux Trois-Îlets maintenant pour un nouveau duel entre Nathalie Gratte et Arnaud René-Courail. On retrouve sur place Axel Guiteau par téléphone. Bonsoir Axel. Bonsoir Yoann, bonsoir Eddy. Je me trouve dans la commune des Trois-Îlets. Je suis à la mairie qui est le premier bureau de vote de cette commune. Une commune qui a 5 bureaux de vote avec un total de 6174 inscrits. Nous avons une bonne ambiance devant la mairie avant la fermeture des portes à 18h. À 17h, nous avons pour ce deuxième tour 3249 votants, soit 52,62% des inscrits. Un écart par rapport au premier tour, plus de 8,35 points. Merci beaucoup Axel Guiteau pour ces précisions. Il manque une commune de notre dispositif. Nous ne sommes pas encore allés, c'est celle du Gros Morne, mais nous y reviendrons dans quelques minutes. Aurélie Nella, rebonsoir. C'est un véritable plébiscite de la population du COCES pour cette réélection. J'avoue effectivement que ce score est extraordinaire. Nous avons travaillé, nous avons mené campagne et surtout nous avons travaillé pendant 6 ans. Et je crois que ce résultat, c'est surtout le fruit du travail qui a été engagé pour cette première mandature. C'est donc la validation d'un bilan, c'est la validation aussi d'une méthode. Comme je l'ai toujours dit, je veux être en transparence avec les du COCES, dire lorsque c'est possible, expliquer lorsque ce n'est pas possible, en tout cas ne pas faire de promesses en l'air pour restaurer véritablement la confiance entre la population et ses élus. Et puis c'est l'adhésion à un projet porté pour notre commune, un projet crédible, un projet sérieux et un projet qu'on aura à cœur de concrétiser puisque près de 85% des électeurs du COCES nous ont manifesté leur confiance. Eddy ? Oui, il faut qu'on reconsidère nos commentaires, nos premiers commentaires sur la participation, parce que ils cachent en fait, ces commentaires cachent une participation extrêmement forte dans les petites villes. On l'avait déjà dit la semaine dernière. Et quand on prend Fort-de-France, qui représente la moitié des électeurs concernés, c'est clair que ça plombe. Alors, je vais vous donner quelques chiffres quand même. Trois-Îlets à 17h, 52%, Carbet, Ansdarlet 66%, Carbet 66%, Bellefontaine 68%, Pricheur 71%, Morne-Rouge 60%. On est très au-dessus. Le taux commune par commune est quand même plus intéressant, effectivement. Il est beaucoup plus indicateur de la réalité de cette mobilisation
alors qu'à Fort-de-France, on est sur des taux relativement faibles, comme d'habitude. Malgré une augmentation par rapport à 2020. Légère Augmentation. Troisième maire présent sur notre plateau et qui regarde donc cette soirée électorale avec beaucoup plus de sérénité que celle de la semaine dernière. Hugues Tousset, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelques mots après cette nouvelle investiture. Non, mais comme je le disais, c'est souvent, on dit souvent qu'on ne rejette pas un maire qui travaille. Et je crois que tous ceux qui sont sur le plateau peuvent attester du travail de toute l'équipe, d'une équipe derrière un leader. Alors c'est vrai que, et je rejoins Eddy là-dessus, souvent les petites communes votent beaucoup. Et je faisais un petit peu l'historique, ne serait-ce que sur le Diamant, c'est une commune qui a toujours voté à plus de 65%. Et c'est vrai que ça atteste aussi que les administrés de ces communes sont impliqués politiquement. Ils suivent ce que les équipes font. Et c'est vrai que c'est toujours, je dirais, tendu, mais ce sont des populations qui sont là, qui regardent ce que les équipes font, qui vraiment ont un œil sur ces équipes. Donc c'est un résultat qui montre que nous avons bien travaillé et qui nous reconduisent pour pouvoir achever les engagements que nous avons pris avec cette population. C'est plus confortable lorsqu'on est maire sortant ou candidat de savoir que sa population se mobilise fortement pour des municipales? Enfin, ça dépend. C'est une question. Cela, oui. C'est trop là. Lorsque vous préparez la campagne, savoir que voilà, la mobilisation sera forte, ça rassure d'un côté? J'avoue que pour Ducos, on craignait une participation en baisse, puisqu'on considérait qu'il n'y avait pas d'enjeu véritablement. Et pour autant, la population s'est bien déplacée, en tout cas mieux qu'en 2020. Et donc pour nous, c'est déjà une belle satisfaction. Et comme le disait Hugo Tousset, il faut véritablement arriver à impliquer davantage la population dans la vie politique, la vie citoyenne aussi, tout simplement. Et donc, ça fera partie aussi des objectifs de cette prochaine mandature. C'est vraiment apporter cette notion de démocratie participative et d'approche participative, tout simplement, avec la population. Alors, deux choses. Ces pourcentages élevés balayent les a priori sur le non-vote de certaines catégories de la population. Quand on est à 60%, 70%, ça veut dire que tout le monde vote. Dans toutes les catégories d'âge et toutes les catégories sociales, ça vote, y compris chez les jeunes. Alors évidemment, ça vote moins que chez les 60 ans et plus, mais tout le monde participe. Et puis deuxième chose, vous parliez de sérénité. Il y a 11 maires qui étaient présents en 2020 qui ne sont plus là. Oui. Déjà, ce qui va renouveler le paysage politique. Et puis il y a 9 maires menacés sur les 12 suspens dont je vous parlais. 9 plus 11, ça fait 20. C'est la majorité des maires qui, potentiellement, ne seront plus présents sur le paysage politique, donc les conseillers municipaux, donc le pouvoir va changer dans un certain nombre d'instances. Alors on les avait cités la dernière fois, je vais les reciter, pas tout de suite, et je vais en rajouter d'autres, parce qu'il y a beaucoup de syndicats, par exemple, il y a beaucoup d'entités où le pouvoir va changer de main. Il est 18h13, j'imagine que dans quelques minutes, les premiers chiffres de participation à 18h vont nous parvenir. Vous vouliez rajouter quelque chose, Eddy ? Je voulais taquiner mon chroniqueur, l'un de mes chroniqueurs préférés qui est à ma gauche. Bertrand, une petite analyse rapide de tout ça ? Alors, je souscris à ce que tu viens de dire, mais force est de constater quand même, et je pense que Aurélie Léna donc, en a un parfait exemple, c'est que je note que déjà ils ont été réélus au premier tour, mais ce sont surtout ceux et celles qui avaient été élus en 2020, qui ont été plus confortablement réélus du moins, et Aurélie, Jean-François Bonol notamment. Donc voilà, c'est réconfortant. Votre voisin de gauche aussi. Oui, effectivement, oui, je l'avais oublié, tout à fait, lui aussi. C'est réconfortant puisque à l'issue d'un premier mandat où les choses ne sont pas simples, et de manière générale surtout, donc surtout la période 2020-2026, puisque de toute façon, je pense que dans l'analyse globale, il faut considérer que 2020, c'est un cas exceptionnel. Et j'ai même envie de dire extra-ordinaire. Donc quelque chose qui relève donc de l'inattendu. Donc il faut enlever 2020 et se référer à 2014 pour pouvoir
évaluer effectivement cette question donc de la participation, qui est une question essentielle, même si il convient donc de rappeler que la démocratie ne se réduit pas aux élections. Parce que nombre de personnes, effectivement, ne se rendent pas aux urnes, mais ont une activité citoyenne à travers les associations ou autres. Eddy Marajo, vous avez parlé du taux de participation qui balaie le mythe, comme quoi une certaine tranche de la population ne votait pas. Mais comment on explique qu'à Fort-de-France, par exemple, certes, vous nous avez dit qu'il n'y aura pas de suspense, mais comment on explique que le vote soit toujours plus faible ? Il y a d'abord une explication qui est une explication, on va dire, socio-économique. Beaucoup de gens inscrits sur la liste à Fort-de-France considèrent que la vie politique à Fort-de-France ne les intéresse pas parce qu'à partir du vendredi soir, ils sont à Ducos, au François, au Diamant, et c'est leur commune d'origine. Alors, ils sont à Fort-de-France parce que leur lieu de travail est immédiatement... je dirais, accessible en étant à Fort-de-France, en habitant à Fort-de-France. Alors, je n'ai jamais dit que Fort-de-France est une ville dortoir, mais une bonne partie. Alors, on a fait une étude en 2023. 30% des personnes interrogées disaient qu'elles ne savaient pas vraiment où était la mairie de Fort-de-France. Alors, moi j'ai commencé à faire de la double écoute. J'ai dit, mais pourquoi ? Marajo, moi, j'ai arrêté Fort-de-France. Moi, inscrit Fort-de-France, mais depuis vendredi au soir, moi, allez, parce que moi, je travaille Fort-de-France. Voilà. Donc, et ça, c'est valable pour toutes les villes, on va dire, du centre. Que ce soit le Lamentin, que ce soit Schellcher ou Fort-de-France, il y a cette espèce d'appétence pour les racines. Et les gens retournent, ils connaissent mieux la vie, je dirais, au quotidien de leur ville qu'à Fort-de-France. Et puis, il y a aussi une explication qui est une explication historique. Si chaque fois qu'il y a une élection, c'est le PPM qui gagne, le type, il n'est pas excité, quoi. Voilà. Donc, et vous voyez que, par exemple, aux législatives, il y a eu une explosion de la participation parce qu'il y avait un vrai suspense. Alors, le jour où il y aura un vrai suspense, il y aura peut-être une participation plus forte. Alors, Eddy, nous avons autour de la table des maires de l'Espace Sud. Ce sont des élections municipales et communautaires. Ils peuvent pas y échapper. Si je pouvais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais, Eddy, il y a aussi quelque chose qui a... Vous n'allez pas échapper à la question sur... Non, il n'y a pas de souci. On est tenté de diversion. Non, c'est par rapport à ce que tu disais concernant, du coup, les listes électorales. Et avec notamment le répertoire national unique, on n'a plus ces personnes qui votent sur plusieurs... Alors, pourquoi je dis ça parce que... connais personnellement. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, et je l'ai vu entre 2020 et 2026, on a une augmentation de 200 inscrits. En revanche, on a 600 radiations, donc c'est plus 600, plus 200. Ouais. Et ce qui fait ça, c'est que sur cette période-là, les gens qui habitaient ailleurs et qui se sont inscrits pour voter notamment au présidentiel ou les législatives, automatiquement, ils sont radiés par rapport au répertoire national unique. Et là, ça a fait un nettoyage des listes. Mais M. Toussé, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des gens, notamment un sur ce plateau, qui a plus d'inscrits que d'habitants. Oui, ça existe. Ça existe. Notamment à Grand-Rivière, par exemple. Par exemple, que vous connaissez bien. Et au François. Les Franciscains sont chauvins, donc quand ils vont habiter ailleurs, ils veulent garder... Alors, ça s'explique aussi par les résidences secondaires, puisque dès lors qu'on a une taxe qu'on paye, on n'a pas besoin d'habiter la ville pour être inscrit sur les listes. Alors, allons poser la question, peut-être. Alors, juste, vous vouliez réagir ? Non, ceci dit, effectivement, j'ai noté à Ducos des inscriptions de personnes qui étaient originaires de Fort-de-France, figurez-vous, et qui pour la première fois se sont inscrits à Ducos pour voter. Et donc on a une augmentation aussi significative du nombre d'inscrits. Oui, il y a ces fameux transferts en cours. Sur cette fameuse question de l'Espace Sud, qui veut se mouiller en premier ? Quels sont les... Alors on va peut-être recontexter. Élections municipales et communautaires. Sur les listes que vous avez choisies, un certain nombre de colistiers sont pressentis, fléchés, voilà, pour siéger à l'Espace Sud. Alors, on a des candidats potentiels sur le plateau de toute façon. Enfin, putatif ou potentiel, c'est pas grave. Il y avait une espèce de consensus qui s'était établi dans le microcosme. On disait, il y a de fortes chances que André Le Sieur puisse passer le flambeau à celui qui a géré l'organisme, M. Tavernier.
qui était à la tête de l'Espace Sud en raison de l'absence pendant de longs mois d'André Le Sieur. Suite à sa disparition, nous, commentateurs, on dit les jeux sont ouverts. Et comme les jeux sont ouverts et que le nouveau maire du François nous dit « moi, laissez-moi faire mes preuves avant d'y aller », on a là ce soir 2 candidats qui potentiellement, je dis bien potentiellement, pourraient briguer le mandat de l'Espace Sud, en sachant que c'est chaud quand même l'Espace Sud. Hein. Alors Aurélie Léla, on parle beaucoup de vous, beaucoup de vous, je vous l'avoue, dans les coulisses, on parle beaucoup d'Aurélie Léla. Si on vous disait que potentiellement vous pourriez être la nouvelle présidente de l'Espace Sud, vous répondez quoi ? Je répondrai que domino kabat bout pas bout. Et donc, il y a d'abord cette étape des élections municipales, puisque les élections communautaires concernent l'ensemble des communes du Sud et que très certainement que les résultats de ce soir risquent aussi d'influer le résultat d'une élection à la tête de l'Espace Sud. Il y en a 3 communes du Sud concernées. Je les rappelle, Trois-Îlets, Anse-d'Arlet, Sainte-Anne. Ce n'est pas des communes qui pèsent beaucoup. Hein. N'empêche, on respecte toutes les communes. Et donc, il y a encore des résultats qui sont en attente. Ouais. Maintenant, bien évidemment, on parle de moi très certainement parce que Ducos est aussi la plus grosse commune du Sud. Voilà. Et qu'il y a eu une nouvelle répartition aussi des sièges. Et donc, Ducos gagne 2 sièges supplémentaires. Et par ailleurs, avec le score que nous avons obtenu, nous obtenons tous les sièges de l'Espace Sud pour la ville de Ducos, donc soit 8 sièges. Rien que pour Vous voyez Ducos. qu'elle a déjà fait tous les calculs. Hein. Non, mais... Et elle n'a pas dit non. non. Donc, je vous expliquais la raison pour laquelle, très certainement, on parle de moi, ça peut être mathématique, mais c'est surtout un ensemble, en fait. Et si c'est une communauté. Si je vous demande votre sentiment personnel. Alors, je vous avoue que moi, je m'étais surtout préparée à accompagner Samuel Tavernier, puisqu'il était candidat. Nous appartenons au même groupe politique. Nous siégeons ensemble à la CTM et donc forcément, ces discussions, elles se font à l'intérieur du groupe d'abord. Et donc, pour moi, il n'était pas question d'être candidate à l'Espace Sud. Donc, nous verrons ce qui va se décider. Mais en tout état de cause, c'est surtout travailler sur l'intérêt communautaire. Moi, j'y crois beaucoup. Et donc, nous avons aussi de vrais sujets à l'Espace Sud qui a désormais la compétence dans des domaines clés pour la population, les déchets, bien évidemment, mais toutes les questions liées à l'eau potable, à l'assainissement et puis au tourisme aussi, à l'attractivité du territoire et au développement économique. Donc, ce sont des sujets qui sont très importants. Et donc, il faudra effectivement assurer la suite d'André Le Sieur, qui très tôt a déclaré qu'il ne ferait qu'une mandature. Voilà. Avant de prendre le pouls du côté du Toussaint, je vous propose de prendre la direction du Robert. On retrouve Ruth Fortuna, Louis et Mathias Delem. Alors Ruth, que pouvez-vous nous dire après 20 minutes maintenant que les bureaux de vote sont fermés ? Bonsoir, chers téléspectateurs de la TV. Bonsoir, Johan. Bonsoir, Heidi. Bonsoir à tous. Eh bien, ici, au Robert, pour rappel, 2 candidats en liste avec le maire sortant, Farel François Augrin, avec sa liste pour Plédouvant, et Félix Mérine, avec sa liste Un nouveau cap pour le Robert. Eh bien, à 17h30, il y avait 8879 Robertins qui s'étaient déplacés dans les urnes, ce qui représente 48,03% des suffrages. À cette même heure, la semaine dernière, le 15 mars, 8538 votants s'étaient déplacés dans les urnes, soit 46,18%, ce qui représente une nette progression et un engouement des Robertins à élire le nouveau maire. Alors, quelques exemples également viennent compléter ceci, notamment dans le bureau numéro 10, 498 votants sur une liste d'inscrits de 1044 Robertins, ou encore en exemple, le bureau 17 avec 670 votants sur 1448 inscrits, soit 46,27% des suffrages. Ici, au Robert, oui, les Robertins sont vraiment très engagés pour la mise en place de nouveaux maires avec de quoi faire et bien sûr une mobilisation certaine. Les chiffres sont là. Les dépouillements ont commencé il y a quelques minutes, juste derrière moi. La tension est palpable et vraiment tout un chacun à son poste afin de pouvoir dépouiller dans les meilleures conditions, dans les règles également pour cette élection
du deuxième tour des municipales sur le Robert. Merci beaucoup Ruth, on vous retrouve dans quelques minutes dès que vous avez de nouveaux chiffres à nous donner. Hugues Tousset, l'espace sud, c'est dans un coin de votre tête ou pas du tout? Non, alors... Tu ne rases pas le matin. Non, ce que je dirais, c'est que c'est vrai que l'espace sud, j'y siège depuis 2008. Donc j'ai connu l'espace sud avant la loi NOTRe, où il n'y avait pas les oppositions, où il y a les oppositions. Et je dis que avant toute chose, il faut qu'on soit en phase avec, je dirais, des orientations communes. Et j'avais déjà eu des rencontres, notamment avec Samuel et tout ça. Et je leur disais, l'idée, c'est de pouvoir s'asseoir, de discuter, puis qu'entre nous, il puisse y avoir une candidature, pour ne pas que ça fasse cacophonie, parce que avant tout, c'est l'intérêt communautaire qui prime. C'est difficile à l'avoir parfois. On a tendance à vouloir tirer le drap sur sa commune. Mais je me rends disponible aux autres, comme je l'ai toujours dit. On a déjà échangé. Non, je peux être là, accompagné, mais pas forcément candidat. C'est un peu langue de bois, ça, non? Non, Vous mais êtes je l'ai candidat déjà. ou pas? Non, à ce jour, je ne suis pas candidat. D'accord. À ce jour, je ne suis pas candidat. Et Bertrand, ça sert à quoi, finalement, dans une carrière politique, d'être le président d'une communauté d'agglomération? Alors, peut-être que je peux prendre une petite anecdote dont j'ai fait part il n'y a pas si longtemps. Surtout que vous avez été conseil. Oui, alors pour ceux qui ne m'ont pas entendu lundi soir, j'avais effectivement raconté une petite histoire où en 2001, M. Pierre Mauroy, donc qui est à l'époque Premier ministre aussi, mais maire de Lille. De la ville de Lille, oui. Et aussi président de la communauté urbaine de Lille-Dunkerque. Et un journaliste, donc, il annonce qu'il annonce qu'il quitte la mairie, donc qu'il quitte ses fonctions donc, de maire, mais qu'il garde la présidence de la communauté urbaine de Lille-Dunkerque. Et ce journaliste ne comprend pas sa stratégie politique. Il ne lui a jamais répondu. Il a simplement fait une petite chose, qu'il a convoqué dans son bureau et lui a présenté les deux budgets. Donc le budget de la ville de Lille-Dunkerque, de Lille, et le budget de la communauté urbaine de Lille-Dunkerque. Et il a dit à ce journaliste, faites-vous votre idée, vous comprendrez ma stratégie. Et effectivement, alors, c'est une question assez compliquée parce que les EPCI, alors plus précisément les établissements publics de coopération intercommunale, de manière plus triviale appelée communauté d'agglomération. Communauté d'agglomération, parce que nous n'avons que des communautés d'agglomération en Martinique. Ouais. Mais ailleurs, il y a des communautés de communes. Ouais. Donc pas loin de chez nous du reste, il y a encore des communautés de communes. Donc nous avons fait le choix d'avoir 3 communautés d'agglomération. Donc il y a aussi des métropoles. Il y a aussi des communautés urbaines. On est passé par communauté de communes avant d'ailleurs. Tout à fait, exactement. Et je pense que le Sud a connu toutes les formes, syndicats, syndicats de communes, ainsi de suite. Voilà. Donc, qui sont perçus avant tout, c'est lié à l'histoire, parce que, à toutes fins utiles, les premières structures de coopération intercommunale datent du 21 mars 1870. D'accord ? Ça remonte. Ça remonte. Donc, qui sont perçus, et encore aujourd'hui, comme des instruments techniques. Alors, c'est peut-être lié aussi, je pense, à leur nature juridique, parce que contrairement à ce que j'entends souvent, les EPCI ne sont pas des collectivités territoriales, mais ce qu'on appelle des établissements publics. Donc, avec l'idée de principe de spécialité, donc Aurélie Léna doit bien connaître ceci. D'accord ? Donc, oui, parce qu'il faut quand même rappeler qu'elle a été assez longtemps une de vos collègues. Et puis elle a été mon étudiante aussi. Avant d'être mon collègue, elle a été mon étudiante. Là, on parle de la fac, de l'université. Juste avant de continuer peut-être sur les EPCI, je vous propose de faire un point sur les taux de participation à 17h. On rappelle, le taux global est de 40,61%, mais commune par commune, à Ajoupa-Bouillon par exemple, il s'élève à 63,51%, un bond par rapport au premier tour, puisqu'il y avait 57,50% de participation. Aux Anses d'Arlay, 66,55% contre 63% au premier tour. On continue à faire défiler. Bellefontaine, 66,75% aussi de participation à 17h. Vous l'avez dit, Eddy, forte participation dans les petites communes. Au Carbet, 66,42%. C'est
Fort-de-France, bon, Voilà. qui plombe Qui un petit plombe, peu la ouais. moyenne, 39,74% de participation à 17h. Au Marigot, 62,35%. Là aussi, bel écart par rapport au premier tour. Il n'y avait que 51% de votants. Au Prêcheur, 71,47%. Les Préchotins se sont déplacés en masse, Eddy, visiblement. Schellcher, 49,21%. Plus la commune est importante, plus le taux de participation réduit. À Sainte-Anne, 63,31% de participation à 17h. Trois-Îlets, 52,62%, un peu plus de la moitié. Saint-Pierre, 64,59% de participation à 17h45, très précisément, Eddy. Ça doit vous plaire, ce genre de détails. Le Robert, 48,03% à 17h30 également. Ah, je vais vous donner le record que j'ai pour l'instant, c'est Bellefontaine, à 18h, 76,02. Ah oui. Donc, ce qu'on disait sur les petites communes et la très forte participation, la proximité de la population par rapport à la décision du maire. Ah oui, donc, alors, qui sont perçus comme des instruments techniques. Mais il y a quand même une différence entre celles qui existent aujourd'hui. Alors, même si ce n'est pas notre cas en Martinique, mais les syndicats de communes sont conçus, alors je vais être très schématique quelque part, parce que bon, il faudrait des heures pour en parler. Les syndicats de communes sont conçus comme des structures au service des communes membres. Alors qu'une communauté d'agglomération est supposée, donc notamment depuis la loi Chevènement, donc de 1989, si je m'abuse, d'accord, la communauté d'agglomération est conçue comme une superstructure qui a ses propres logiques, d'où la notion d'intérêt communautaire, qui ne correspond pas, qui n'est pas une simple addition de l'intérêt de chacune des communes membres. Donc, à la limite, comme un instrument politique. Mais donc, cette caractéristique fait qu'on ne perçoit pas encore véritablement la dimension politique, mais au sens, j'ai envie de dire, de politique publique de ces structures. Alors, on va faire réagir le maire du François, mais avant, Aurélie Nella, vous n'êtes pas concernée par le syndrome Mauroy, mais quand on fait le différentiel, vous, votre commune, je crois, je me trompe sans doute, a un budget aux alentours des 20 millions. Non. Plus que ça ? 50 millions. Combien ? 50 millions. 50 millions. Vous voyez, je savais que j'allais me tromper. Mais le budget de l'Espace Sud, c'est 2 fois, presque 3 fois. On est à 150 à peu près. 150 millions. Donc, Non, j'ai pas ce même raisonnement-là. Non, mais je le dis. on s'y attendait, de toute façon. Non, mais je le dis en toute honnêteté, je l'ai toujours dit, et ça depuis mes débuts. Et d'ailleurs, vous me rappeliez qu'à l'époque, je n'avais pas forcément cette envie d'être candidate. Donc, forcément, moi, je dis toujours, je mesure d'abord le poids des responsabilités. Donc, c'est d'abord ça. C'est pas occuper un poste pour simplement avoir cette fonction. Pour moi, c'est pas du tout ma logique. Tout à l'heure, je parlais des différentes compétences de l'Espace Sud. Pour moi, c'est vraiment là que cela se joue. Et justement, par rapport à ce que Bertrand-François Lubin disait, comment les administrés perçoivent l'efficacité de ces structures qui ont quand même des compétences clés et des compétences aussi qui gèrent leur quotidien. Quand on parle des déchets, moi qui suis aujourd'hui maire, je mesure concrètement l'effet de la politique déchets qui a été menée à l'Espace Sud et ses répercussions sur les communes et la réaction des administrés face à ça. Donc c'est surtout cette notion-là qu'il faut appréhender et pas du tout, moi je ne suis pas du tout dans ces calculs. Et puis lorsque je prône l'intérêt communautaire, c'est vraiment ce que je pense profondément. C'est vrai qu'on le répète parfois, effectivement, Ducos, c'est la plus grosse commune, c'est la commune, c'est la première ville économique aussi du Sud, c'est la porte du Sud, mais je crois qu'il faut que chacun arrive à trouver son intérêt au niveau de la communauté d'agglomération et non pas simplement dans des logiques communales ou d'intérêt direct. C'est vraiment pas comme ça que je raisonne. Donc c'est surtout cette réflexion à mener. Aurélie Nella n'a pas dit qu'elle n'était pas candidate. Vous êtes d'accord ? Elle n'a pas dit non plus qu'elle l'est. Oui, mais moi je prends l'hypothèse, parce qu'on est là pour évoquer l'après-municipal. Vous êtes prêt à lui apporter votre soutien comme elle était prête à accorder son soutien à M. Tavernier ? Aurélie Nella
Et nous, c'est, je pense, une grande histoire politique. Aurélie La même Nella, famille. et puis elle est inspirante pour moi, et je l'ai dit ce matin à son investiture. Je pense que quand un jeune comme moi s'engage et notamment prend ses responsabilités-là, il y a des gens qui vous inspirent. Et Aurélie Nella l'est, Hugo Toussé également l'est, Jimmy Faro également au vocaux. Que des petits jeunes, que des Non, petits mais jeunes. bien sûr, vous imaginez bien. Mais en tous les cas, moi, ce que je veux dire... Ah oui, Oui, c'est voilà, clair. c'est plus facile, C'est exactement. Mais ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire tout ce qu'ils ont déjà dit sur la nécessité qu'on mette toute notre énergie pour s'impliquer dans la communauté d'agglomération avec tous les enjeux qu'il y a sur le territoire. Mais en tous les cas, nous, notre positionnement au niveau de la ville du François, comme vous l'avez dit, je ne suis pas candidat et je pense qu'il faut que je me concentre sur la ville du François. Mais en tous les cas, on va, avec les amis, discuter pour voir qu'est-ce qui est bon de faire, ce qui est judicieux de faire pour le territoire au sud. Mais en tous les cas, je serai avec toutes les 6 personnes qui sont au conseil communautaire, qui sont de mon groupe. On sera des acteurs très forts dans le développement et de la communauté d'agglomération. Moi, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on se lance, dans l'intérêt communautaire, dans l'intérêt aussi de notre ville, de tout le territoire. Et c'est vraiment dans cette optique-là qu'on est. Parce que je pense qu'aujourd'hui, et Aurélie l'a un peu dit, la politique martiniquaise a besoin de personnes qui s'investissent sans recherche de carrière, de poste. Et hier, je l'ai dit également dans mon discours, aujourd'hui, on a besoin d'hommes et de femmes d'action, de gens qui donnent toute leur énergie et toute leur connaissance pour le territoire. Donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit que je suis aujourd'hui. Moi, j'ai connu ça aussi au début, et puis après, ça change. Vous aurez le temps d'y revenir. Eddy, on prend tout de suite la direction de Fort-de-France avec Ryan Anias et Valérie Vincent. Alors, Ryan, y a-t-il du nouveau au bureau centralisateur de Fort-de-France ? Et oui, Johan, il y a du nouveau ici au bureau centralisateur de Fort-de-France. La première enveloppe, la première centaine a été dépouillée. On a officiellement les premiers chiffres. Nous avons 3 bulletins nuls et 1 est blanc. Bien sûr, vous attendez les résultats des candidats. Nous les avons également. Côté Didier Laguerre arrive en tête avec 60 voix. Steve Moreau, lui, recueille 20 suffrages pour le moment. Et Francis Carole obtient 16 voix. Des résultats encore très partiels qui donnent toutefois une première tendance. Derrière moi, le comptage de la deuxième enveloppe, de la deuxième centaine, se fait là maintenant. Merci beaucoup. Ryan, au niveau de l'ambiance, pas de tension particulière à Fort-de-France ? Pour le moment, pas de tension, tout se passe dans le calme, tout le monde est concentré, on attend vraiment les premiers résultats, les premières tendances de la deuxième puis la troisième centaine. Merci beaucoup Ryan pour ces précisions. Eddy, je sais que vous n'aimez pas le mot, tendance après une première enveloppe de 100 voix, mais voilà, ce sont les premiers chiffres officiels de la soirée qui sont Pour ceux qui souhaitent s'exciter sur des résultats de Fort-de-France, nous non. Il y a un enjeu, par contre, c'est de savoir si Steve Moreau va dépasser ou non je pense que, oui. Francis Carole. C'est ça, Bertrand ? Oui, je pense que c'est certainement le petit piment de ce soir, de savoir effectivement si Steve Moreau va devancer effectivement Francis Carole au regard de tout ce qui s'est passé cette semaine. Sur les autres communes, Eddy, on a beaucoup parlé de Fort-de-France, on a pas mal parlé de l'Espace Sud, évidemment avec nos invités en plateau. Les communes où il y a du suspense, quelle est celle qui vous intéresse tout particulièrement ce soir ? Non, si je dis ça, je vais me découvrir. On va mettre le pluriel. Allez. Celle. Alors, comment on aime pimenter un peu cette soirée, je vous informe qu'il y a à nouveau un problème à Bellefontaine. On dirait que c'est les spécialistes. Il y a plus de votes que d'enveloppes. C'était déjà le cas la semaine dernière. Plus de signatures que d'enveloppes. C'était déjà le cas la dernière fois, donc il faut recompter. C'est les spécialistes du recomptage à Bellefontaine. J'espère que je vais pouvoir passer à Bellefontaine. Mais bon, non, il y a de vrais enjeux. Là où il y a le suspense, en fait, nous, on décrète qu'il y a du suspense parce que, bon, effectivement, les résultats du premier tour sont assez serrés. Mais en fait, ce sont les enjeux. Prenons la ville des Trois-Îlets. Si le maire actuel perd, c'est un des piliers du conseil exécutif et de la politique de la CTM qui n'aura plus de mandat de maire. Alors évidemment, il ne perd pas son mandat de conseil exécutif, mais ça remet en cause des choses sur le terrain. Même chose, par exemple, au Morne-Rouge.
Génie d'Ulysse, c'est un des piliers de l'Alliance. Si Génie d'Ulysse perd, l'Alliance est mise en péril. À Schellcher, il y a un vrai enjeu. Le maire est présent sur la liste, mais il envoie son dauphin putatif. Si cette liste-là perd, c'est 18 années de construction qui sont mises à mal et avec une nouvelle direction, de nouvelles idées. C'est la même chose au Carbet. Au Carbet, c'est l'un des membres éminents du PPM qui perdrait la mairie. On sait déjà que Bellefontaine, c'est plutôt mal engagé pour le maire sortant. On ne sait jamais, il peut avoir... c'est pour ça qu'il y a du suspense. Pareil au Gros Monde. Si le maire du Gros Monde perd, le MIM perd son dernier bastion, entre guillemets. Donc il y a des enjeux qui vont au-delà du résultat et qui touchent à la personnalité du maire. Eddy, une autre question, je profite de la présence d'Aurélie Nella sur ce plateau, c'est la représentation des femmes au poste de maire. Il y a pas mal de femmes en position peut-être de devenir maire ce soir. Quelle est votre vision par rapport à cela, par rapport au moment aussi où vous êtes engagé en politique et aujourd'hui, les choses ont-elles évolué selon vous? Elles ont quand même beaucoup évolué, puisque là, effectivement, les résultats du premier tour laissent augurer de nouvelles femmes maires. 5. Voilà, donc c'est quand même important. Et au moins 2 à PIA, puisque j'espère effectivement la victoire de Guylaine Joseph-Angélique. C'est un des enjeux du reste ce soir aussi. Exactement, de Guylaine Joseph-Angélique et de Cynthia Hiro au Marigot. Et donc, PIA compterait en son sein 3 femmes maires. En tout cas, c'est ce que j'espère. Bien évidemment, c'est surtout montrer que les femmes sont aussi capables d'occuper ce type de fonction. J'espère en tout cas que mon parcours en a inspiré d'autres jeunes qui se sont aussi lancés, ou moins jeunes aussi d'ailleurs. Certaines qui m'ont précédé m'ont aussi inspiré. En tout cas, nous essayons d'avoir de bonnes relations déjà entre nous. Et puis, la vie politique doit être ouverte aussi aux femmes qui doivent pleinement prendre leur place. Encore faudrait-il que la population leur fasse confiance, mais je pense qu'il y a une évolution des mentalités à ce sujet. En tout cas, je l'entends de plus en plus. Bertrand-François Lubin sur la place des femmes en politique, particulièrement en Martinique. Alors, vous savez, j'ai tendance à... Alors, bien évidemment, je souscris à l'idée de la parité, mais j'ai quand même un problème avec ce qui se passe. J'ai du mal à admettre qu'il ait fallu qu'on adopte une loi pour qu'il en soit ainsi. Parce que le juriste que je suis, vous comprendrez bien, donc c'est une position un peu iconoclaste, j'ai envie de dire, d'accord ? Mais je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à se passer, dans certains cas de figure, d'un certain formalisme. Ce sont des choses... Alors, vous savez, c'est très français, c'est très latin. À la différence des sociétés anglo-saxonnes où les choses se font à la limite contractuellement. Dans les sociétés de type latin, il faut que ce soit une loi. Donc, on n'avait pas besoin, de mon point de vue, il faut prendre acte, effectivement. Mais c'est quand même regrettable qu'il ait fallu qu'une loi impose ce qui aurait dû être le plus, j'ai envie de dire, naturellement possible. Enfin, le naturel, là, a été plutôt difficile à accoucher, surtout que dans certaines élections, la loi prévoit le paiement d'amende pour se passer de la loi. Oui. Ce qui prouve que le machisme est encore très présent dans la société française. C'est bien symptomatique de cette petite phrase, impossible n'est pas français. Et on l'a vu, notamment dans l'Hexagone, des listes qui ont eu du mal à se constituer parce que, pour le coup, il n'y avait pas forcément suffisamment de femmes qui se sentaient capables de le faire. On le voit aussi, la parité, donc un homme, une femme, un homme, mais souvent celui qui est en premier sur la liste, d'accord, il y a un deuxième, donc selon la règle de la parité, qui n'est pas finalement élu adjointe après. Ce sont donc ces pratiques, effectivement, qui interrogent. Et donc, cette parité, il est temps qu'elle soit véritablement effective. Lionel Grandin, sur cette question de la parité, vous avez eu, quelle est votre vision des choses? Avez-vous eu des difficultés à composer votre liste? Est-ce que les femmes qui vous accompagnent se sentent pleinement, logiquement, incapables d'assumer ces responsabilités? Oui, bien entendu. Enfin, moi, il n'y a même pas de différence à mon niveau. Aujourd'hui, on a des femmes qui sont dans notre équipe, qui aujourd'hui ont des responsabilités, ont leur mission jusqu'au bout. Et pendant que vous parliez, j'étais en train de réfléchir à la composition de notre liste. Et c'est vrai qu'il a fallu faire des choix parce qu'on avait
plus de candidats que de places sur la liste. Et la réalité, c'est qu'on avait beaucoup plus de femmes qui étaient potentiellement candidates. En tous les cas, chez nous, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et même au niveau de la ville, sur les postes de direction, on a beaucoup de femmes qui sont à des postes de direction. Alors, on va éviter de parler de tendance. Bon, nous, on a fait ce choix-là. Hein. Par contre, on ne peut pas vous cacher qu'au Morne Rouge, après la première enveloppe de 100, Madame Andrea Mosol est largement en tête, puisqu'elle a 63% des suffrages exprimés, mais sur 100. Donc, on va rester calme. Mais en tout cas, voilà, les premiers résultats qu'on voulait vous donner. Calme et mesuré. Allez-y. Juste terminer sur la problématique de la parité. Alors, c'est très bien qu'on ait fait ce pas, et notamment dans les communes de moins de 1000 habitants. D'accord ? Donc, on fait des progrès. Mais encore faudrait-il, alors puisqu'il faut nécessairement passer par la voie législative, peu importe, par la voie juridique, il faut encore que certains aspects de notre vie, et singulièrement de la vie des femmes, soient encore améliorés pour leur permettre effectivement de s'adonner pleinement à leurs fonctions, donc de maire, de présidente, je ne sais quoi d'autre. Je vois acquiescer fortement. Bien sûr, parce que forcément, lorsqu'on est maman aussi par ailleurs, il y a des choix aussi à faire, il y a une organisation à mettre en place. Et donc, forcément, il faut réussir à concilier tout ça. Et il faut d'abord peser le pour et le contre avant de se lancer dans quelques... Aventure. Oui, aventure si vous voulez. Mais en tout cas, il y a un équilibre aussi familial à préserver. Et c'est vrai que ça rentre en ligne de compte. Une telle décision, elle est beaucoup plus réfléchie que pour un homme. Exactement. Exactement. Et on a tendance à juger davantage une femme qui a des fonctions et qui les assume pleinement par rapport à un homme. C'est une réalité. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2020, c'était l'un des aspects de la campagne menée contre moi, c'était sur le fait que je sois une femme et en plus une jeune. Donc, c'est pas si vieux que ça. Cette année, je n'ai pas entendu ça. Comme quoi, peut-être des mentalités qui évoluent. Et ceux qui tenaient ça sont morts. Ils sont morts. Non, elle a surtout apporté la preuve de sa capacité à exercer donc, les différents aspects de sa vie. On va pas tarder à partir en pause. Oui, un peu, rassurons les Bélifontins, ça va. Il y a autant de signatures que d'enveloppes. Tout est revenu. Tout est rentré dans l'ordre. On va rappeler peut-être les communes, les 14 communes où il y a encore où ça chauffe. Il y a un second tour. Second tour. Fort-de-France, Trois-Îlets, Anse-d'Arles, Sainte-Anne. Robert, Marigot, Ajoupa-Bouillon. Morne-Rouge, Prêcheur, Saint-Pierre, Carbet, Bellefontaine, Schellcher et le Gros Morne. Avec un taux de participation global à 17h en baisse par rapport à 2020, à 40,61%. Mais il dit, vous nous l'avez bien expliqué, tout est de la faute de Fort-de-France. Voilà. On va marquer une petite pause. Merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve dans quelques minutes sur ATV.